Bonjour à tous, un épisode un peu spécial, alors non seulement parce que j'ai la voix un petit peu enrouée, désolé, mais aussi parce que je sors un livre appelé Self-Manager aux éditions Erol et disponible dans toutes les bonnes librairies, donc que ce soit Amazon, Fnac, Cultura ou Giberjeune. L'objectif du livre, il est assez simple, c'est que son lecteur puisse en 5 jours mieux s'organiser au travail et mieux profiter de sa vie perso. Alors j'y apporte beaucoup de choses, notamment la quête de sens au travail, l'automatisation d'un certain nombre de tâches, pour éviter de perdre du temps, par exemple avec le classement des mails, la gestion de sa to-do list et des réunions, là aussi pour éviter de perdre du temps, la collaboration avec les autres, et enfin l'organisation et la déconnexion à la maison. Vous y retrouverez également de nombreux témoignages d'invités d'ASAP. Je mets le lien dans la description. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez la suite de l'épisode, ou pour l'occasion, et pour que ça soit plus sympa que juste moi devant mon micro tout seul, eh bien Sébastien, qui monte certains épisodes d'ASAP, m'a proposé de me poser quelques questions sur la démarche qui m'a amené à l'écriture du livre. Donc je m'arrête là et je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, Alexandre Vermati ? J'ai 39 ans et aujourd'hui j'ai pas mal d'activités, à la fois dans un grand groupe qui s'appelle Orange, une activité de podcasteur avec ASAP et bientôt un livre à sortir qui s'appelle Self-Manager. Alors avant de travailler chez Orange, donc moi j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai travaillé dans le e-commerce au tout début de ma carrière et puis ensuite effectivement j'ai rejoint Orange. Précédemment, je suis passé 1 an en Australie pour apprendre l'anglais. Je me suis rendu compte que malgré des études brillantes en anglais, je ne savais pas parler anglais. Et certainement pas l'anglais australien. Et donc voilà. Et donc je suis revenu en France. En Australie, je vendais des salades. C'est-à-dire ? Alors, tu vois ce que c'est qu'une salade ? Cette chose verte. Non, plus sérieusement, je travaillais dans un fast-food diététique, dont l'activité était de vendre au lieu de vendre des hamburgers, de vendre des salades qui étaient faites à la demande. Donc est-ce que vous voulez, je sais pas, un peu de fromage, un œuf, etc. Enfin voilà. Une sorte de bar à salade quoi. Voilà. Donc c'était en 2005. Oui, 2005, ouais, je suis revenu en France. Et puis là j'ai trouvé assez rapidement un job dans le e-commerce et ça m'a amené naturellement chez Orange ensuite. Je sors un bouquin qui sort le 6 février, donc pour le premier jour du Salon des entrepreneurs. Ça s'appelle Self-Manager. Et en fait, c'était pas du tout prévu il y a encore 1 an que j'écrive ce bouquin. Surtout que ça sort chez Erol, donc dans une maison d'édition, hein, c'est pas de l'autopublication. Donc ça, c'était encore moins prévu. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire un bouquin ? En fait, l'histoire derrière ce bouquin, elle est assez... elle est plus longue qu'elle n'y paraît. Donc il y a encore 1 an, effectivement, j'avais pas l'intention, en tout cas, ça ne faisait pas partie de mon plan d'écrire un bouquin. En fait, ce que je voulais faire, c'est effectivement revenir sur ce qui a précédé finalement l'écriture du bouquin. J'ai créé il y a un peu plus d'1 an maintenant une application qui s'appelle Meeting Sumo autour de l'organisation du travail, en faisant le constat, notamment un constat qui était pour moi éclatant et que j'ai pu vérifier au travers à la fois d'études que j'ai faites et puis de sondages. C'est que les gens passent énormément de temps en réunion et que ça non seulement c'est souvent malmené ces réunions et que finalement c'est une perte de gain de productivité pour l'entreprise si on veut parler en termes purement capitalistiques, mais plus profondément c'est aussi un problème de stress, parce que tout ce temps qui est passé en réunion qui sont jugés pour 50% du temps inutile, ça prend du temps sur la gestion de la to-do list, ça prend du temps sur la formation, ça prend du temps sur plein de choses qui sont plus essentielles en tout cas et sans doute plus utiles que beaucoup de réunions qu'on fait. Donc c'est parti de là. Donc cette application, je l'ai lancée. Je l'ai lancée en septembre 2018 me semble-t-il. Et l'objectif c'était d'en faire un projet entrepreneurial. Mais ça n'a pas marché autant que je le voulais. Voilà, en tout cas pas assez pour en vivre, très clairement. Par contre, ce que j'ai retiré de ça, c'est que les gens aiment le contenu, parce que dans l'application, il y avait une partie contenu avec des petits conseils que je donnais tous les jours. Enfin, que je donnais pas personnellement, qui étaient issus de livres, de pratiques que je voyais autour de moi, etc. Et ça intéressait les gens. En tout cas, c'était là qu'il y avait une certaine traction, comme on dit.
Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, finalement, pour apporter cette valeur-là aux gens, peut-être qu'une application c'est un peu beaucoup finalement, parce qu'une application c'est du développement, c'est des coûts, voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Je me suis dit que finalement je m'étais peut-être loupé sur cette partie-là, en voulant faire une application, alors que c'était sans doute pas le meilleur support pour apporter cette valeur. Et donc c'est là que je me suis lancé dans un projet qui est celui du podcast, que les auditeurs écoutent ou pas aujourd'hui, en en fonction de la décision de savoir si on sort ou pas ce qu'on enregistre aujourd'hui. Et donc je me suis lancé dans cette aventure du podcasting, très, très humblement, voilà, en commençant avec un petit micro, etc. En voyant s'il y avait des gens qui écoutaient au-delà de ma famille. Alors déjà, si ma famille écoutait, et si ça allait un petit peu au-delà. Et finalement, ça va au-delà, parce que finalement, aujourd'hui, à Zap, il y a plusieurs milliers d'auditeurs, voilà, des gens qui écoutent ça tous les mois. Donc, comme je ne doute de rien, je me suis dit que le livre était aussi un bon média pour apporter ce contenu que je pensais utile pour les gens. Et c'est comme ça qu'est né le livre qui sort le 6, donc Self Manager. Est-ce que tu peux nous parler du contenu de ce bouquin ? Alors, le contenu du bouquin. En fait, je voulais pas faire un livre d'organisation du travail comme les autres. Il y en a des très bons qui existent. S'organiser pour réussir de David Allen est vraiment très bien. Enfin, je conseille à tout le monde de lire, en tout cas ceux qui ont des problèmes ou qui souhaitent s'améliorer en termes d'organisation du travail. C'est un très bon bouquin. Plus récemment, il y a la 25e heure qui est très bien aussi. Bon voilà, il y a pas mal déjà de bouquins sur purement l'organisation du travail. Là, ce que je souhaitais, c'était prendre en compte quelques évolutions qu'on a vues depuis une dizaine d'années. Alors, non seulement, évidemment, l'arrivée du smartphone. Donc moi, j'ai vécu cette bascule-là en tant que professionnel, en voyant finalement la bascule du PC, de l'audience du PC au smartphone. La quête d'agilité des entreprises aussi, qui est importante. C'est-à-dire que voilà, on essaie d'autonomiser les collaborateurs des entreprises, on essaie d'aller plus vite vers le client, même avec des produits qui sont sans doute moins ambitieux, en tout cas dont les premières itérations sont moins ambitieuses que la vision finale. Mais on se dit que c'est toujours bon de récolter du feedback utilisateur plus rapidement. Et puis troisième chose qui est importante, je pense, c'est aussi le télétravail, qui offre de nouvelles modalités en fait d'organisation, qui me semble importante. Et il y a une autre chose qui vient en parallèle, c'est le désir finalement d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée, la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça aussi, ça fait partie de ce que je voulais traiter dans Self Manager. Qu'est-ce que tu entends par self-manager ? C'est cette capacité à se... C'est un mot qui existe d'ailleurs ou pas ? Oui, je ne l'ai pas inventé, c'est un mot qui existe. Ce que je voulais faire transparaître autour de ça, c'est cette capacité à prendre du recul par rapport à soi-même, à ne pas attendre évidemment que quelqu'un vous dise quoi faire, mais avoir assez de méthode et d'organisation pour pouvoir soi-même se gérer un maximum. Voilà. Après, on a toujours besoin de mentors, on a toujours besoin de managers, en tout cas la plupart d'entre nous, et j'en fais partie. Mais voilà, il y a une grande partie où la majorité du chemin peut être parcouru par chacun, et c'est ça l'idée qu'il y a derrière Self Manager. Le bouquin n'est pas un panégyrique de toutes les solutions. Par contre, la première chose qui est importante à mon sens, justement c'est le sens. C'est-à-dire que toute activité doit avoir une raison d'être. Et de cette raison d'être va découler les différentes actions qui vont pouvoir l'incarner. Je prends un exemple, écrire un livre par exemple. Le mien, j'ai la raison d'être est celle que je viens d'exposer, plus ou moins brillamment, mais c'est celle d'aider justement les cadres à se self-manager. Et derrière, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'activités dans l'écriture d'un bouquin qui sont nécessaires. Il y a l'écriture évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des interviews, c'est ce que j'ai fait dans le cadre du livre où tu as une dizaine de témoignages. Il y a aussi trouver un éditeur, donc ça c'est ce que j'ai fait grâce à l'aide de Jean-Baptiste. Il y a aussi il y a plein d'activités derrière qui vont l'incarner. Mais tout ça a été guidé par une seule chose, c'est la raison d'être. Donc déjà, si la raison d'être
d'une activité, d'une action est clair, ça a plusieurs avantages. La première, c'est que on sait pourquoi on fait les choses déjà, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est un facteur de motivation qui est quand même important. Et la deuxième, c'est que les gens qui vous entourent, s'ils s'emparent bien de cette raison d'être, prendront des initiatives qui y répondront sans que on ait à rentrer dans le comment incarner cette raison d'être. C'est-à-dire que les initiatives vont répondre à cette raison d'être sans qu'on dise aux gens quoi faire, quoi. En tout cas en le disant un minimum. Les nouveaux moyens de communication, enfin ils sont pas tellement nouveaux, hein, mais finalement, ne serait-ce que le mail, hein, qui est un truc un peu désuet, mais finalement on est toujours obligé, chacun répond à plusieurs dizaines voire centaines de mails tous les jours. Ça accélère beaucoup le rythme des entreprises et de la création et de l'objectif de création de valeur. Et par conséquent, si on n'est pas capable de bien prioriser, de savoir ce qui est vraiment important, on risque certes d'être des bons élèves, à essayer de répondre à toutes les demandes, mais en même temps, on risque aussi d'avoir une qualité de vie qui est pas géniale, voire, on connaît tous ces phénomènes de burn-out, etc. Et donc, le diagnostic que j'en fais, c'est, je reprendrai les mots d'un des derniers invités d'ASAP qui s'appelle Jean-Christophe Messina, qui parle d'innovation, c'est que l'avenir n'est pas au besogneux, l'avenir n'est plus au bon élève. L'avenir sourira à celui qui saura prendre assez de recul pour savoir ce qui a vraiment de l'impact et qui saura mesurer ses efforts en fonction de l'impact de chaque action. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le modèle du patron, ou du manager ou du collaborateur qui arrive à 8h du mat et qui part à 21h, je pense, c'est un modèle peut-être assez français d'ailleurs, mais qui ne répond plus, à mon avis, aux attentes du marché. Il y a des besoins de spécialisation de plus en plus pointus, et finalement, sur certains marchés, c'est pas vraiment les boîtes qui font la loi, c'est plutôt les demandeurs d'emploi, entre guillemets, qui ont de multiples choix et qui, pour le coup, vont imposer, ou en tout cas vont demander à avoir un cadre de travail qui leur sied. On en revient à cet équilibre vie perso, vie privée, quoi. Enfin, vie pro. L'agilité, c'est la capacité pour une organisation à générer des produits ou des services de manière itérative, en faisant des allers-retours réguliers avec les principaux utilisateurs. Donc ça peut s'appliquer, comme je disais, à des produits et services, mais ça s'applique à plein de choses, hein. Même dans des process internes, on peut très bien imaginer se dire qu'il y a aussi cette notion d'agilité. Donc c'est ça l'agilité, c'est pas forcément d'aller plus rapidement, mais c'est de proposer plus souvent et de tester plus souvent de nouvelles choses auprès de ses utilisateurs. Comment concrètement, comment tu le mets en place, hein? En fait, l'agilité, il faut différencier la posture de la méthode. Parce que tu n'as pas qu'une seule méthode déjà, tu as plein de méthodes. Une des plus connues, c'est le Scrum. Et on pourrait tenter de se dire que ça ne concerne que l'univers des développeurs. Mais là, j'invite les auditeurs d'ASAP à se replonger dans l'interview d'Yves Cristol, et vous verrez que ça peut concerner tout le monde. Et donc l'agilité, quelle était la question ? L'agilité, en fait, quels outils tu mets concrètement en place, hein ? Mais je suis pas un expert international de l'agilité, moi je te dis ce que j'en vois. Donc il y a cette notion, pour répondre à ta question, qui était les outils, il y a la raison d'être. Après, tu peux avoir des cérémonies, ce qu'on appelle des cérémonies, qui sont en fait des réunions régulières avec toujours à peu près le même modèle, les mêmes cérémonies justement. Donc par exemple une checklist, par exemple se balader sur ce qu'on appelle un Kanban, donc, qui est une sorte de tableau dans lequel tu vas voir toutes les actions et faire le point sur leur statut. Et tu vas avoir aussi des outils digitaux, donc typiquement il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Trello, et qui a des déclinaisons d'ailleurs sous d'autres formes, mais qui existe et qui est en fait un Kanban numérique. Voilà. Donc il y a plusieurs, on va dire qu'entre le digital, les outils qu'offre le digital, la partie méthodologique et la partie managériale, tu vas couvrir à mon avis les outils essentiels pour que chacun devienne agile dans son quotidien.
Tu parles de journée décisive. Enfin, la promesse un peu derrière ça, c'est de se dire, bon bah, finalement en 5 jours, donc les jours de la semaine de travail, on peut déjà prendre de nouvelles habitudes. Voilà. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans le livre sur la prise de nouvelles habitudes. Par exemple, la première journée va consister justement à se poser la question de la raison d'être des différents projets, des différentes activités qu'on a dans la journée. Tu vois. Donc déjà, ça peut être un temps qu'on peut prendre dans la journée pour se poser ces questions-là. Deuxième journée, bah là, on va rentrer un petit peu plus dans le paramétrage de sa boîte mail, de choses comme ça, voilà, pour éviter d'avoir à refaire des choses. C'est qu'en début de semaine, tu prends un temps pour planifier finalement ta semaine à venir, c'est ça? Non. Le deuxième jour. Le deuxième jour, tu as toute une partie autour de la gestion ou plutôt de tes outils de mail, de to-do list et d'agenda, où tu vas te poser un petit peu dessus pour pouvoir automatiser un certain nombre de choses et éviter de refaire des actions tous les jours que finalement tu pourrais automatiser. Voilà, c'est le concept même de l'automatisation d'ailleurs. Mais le troisième jour, tu vas justement t'intéresser plus à la gestion des flux, notamment de mail, qui est une grosse partie, la gestion de ton agenda, la gestion de ta to-do list, afin finalement que ces points de douleur le soient moins dans le futur. Et le quatrième jour, tu vas t'intéresser à la collaboration, parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus à la recherche de gens qui ont ce qu'on appelle des soft skills. Voilà, tout est en anglais. Donc des compétences douces ou alors du savoir-être, moi j'appellerais ça savoir-être, plus que des compétences bien ciblées. Elles vont plus miser sur quelqu'un qui a beaucoup de savoir-être et 1 à 2 compétences bien ciblées que sur quelqu'un qui a uniquement une compétence bien ciblée, même si elle est plus profonde qu'un deuxième candidat par exemple. Je ne sais pas si je suis très clair, mais l'idée c'est de dire que c'est aussi le savoir-être une partie très importante de ce que recherchent les entreprises. Et dans ce savoir-être, notamment les capacités à collaborer avec les autres, parce que voilà, petit à petit, comme on dit, on décilote, donc on fait en sorte que les équipes travaillent ensemble, et pour ça, il faut savoir travailler ensemble, et c'est pas automatiquement très naturel, donc il faut savoir le faire. Et donc ça, c'est l'objet si je puis dire, c'est les bonnes habitudes à prendre au cours de ce quatrième jour. Et le dernier jour est consacré lui plus à la vie privée, à la vie personnelle, et va être consacré notamment à des bonnes habitudes sur la partie déconnexion, à des bonnes habitudes sur la partie organisation familiale, ou d'autres bonnes habitudes à prendre sur la partie sportive par exemple. Il y a deux aspects. À la déconnexion aux écrans, qui commence à être un vrai sujet aujourd'hui. Je crois que la moyenne aujourd'hui en France c'est 2h30. On passe 2h30 par jour sur notre mobile. En plus du temps qu'on passe sur notre PC, Mac ou sur notre télé, ou à regarder la télé. Donc il y a cet aspect-là, puis il y a aussi la déconnexion par rapport au boulot. C'est-à-dire finalement quelles sont les cérémonies, les rituels. Encore une fois, je reviens toujours à cette notion qui est très importante, qui vont permettre mentalement, psychiquement d'ouvrir une journée de travail, mais aussi et surtout de la fermer. Non, mon rapport au travail, il est de plus en plus. C'est peut-être l'approche de la quarantaine qui fait ça, mais. C'était quand même très très occupé, non? Oui, mais c'est du plaisir en fait. Donc, je suis pas naturellement quelqu'un de très organisé, voilà. Donc j'ai besoin de me construire moi-même mes petites règles pour pouvoir m'organiser au quotidien. J'ai plutôt un tempérament rêveur, et pour passer à l'action, j'ai besoin d'avoir un cadre. Et c'est ce cadre que je me suis construit au fil des années, et surtout avec ASAP et avec toutes les interviews et les pratiques que je vois autour de moi, l'arrivée de l'agilité. Il y a de nouvelles choses qui dépassent largement mes pratiques que j'ai voulu mettre dans le livre pour les avoir testées aussi, mais qui dépassent largement ma petite personne. Enfin, écrire un bouquin, ça demande une organisation qui doit être qui est importante. Bon, ça m'a pris un petit peu moins de 6 mois. Et comment j'ai fait ? Écoute, alors déjà,
j'avais de l'aide dans le sens où j'avais un directeur d'ouvrage avec qui on faisait le point toutes les 2 semaines. Tu vois, on parlait d'agilité. Donc finalement, moi, ma traduction pour l'écriture du bouquin, c'est de lui livrer toutes les 2 semaines les chapitres que j'avais écrits. Et lui, il me faisait ses retours. Voilà, on prenait une demi-heure, 1 heure tous les samedis pour qu'il me fasse ses remarques et que moi je puisse corriger entre guillemets par la suite. Donc ça c'est le premier, la première méthodologie. Après comment j'ai trouvé le temps ? Bah écoute, au début je me levais tôt le matin. Voilà, je l'ai pas fait pendant toute la durée du bouquin parce que j'ai pas tenu. Enfin voilà, globalement se lever à 5h40 tous les matins, c'est pas dans mon naturel, on va dire. Mais ça m'a beaucoup aidé au début parce que j'avais mon petit rituel du matin. Et je l'ai tenu 3 mois quand même, de me lever tôt le matin et puis d'écrire les chapitres le matin. Après voilà, j'avais écrit au bout de 3 mois déjà pas mal de choses. Donc après j'ai profité des vacances pour pouvoir finir le livre. Et le dernier mois, faire les dernières corrections. Et puis après tu as des phases de relecture avec ton éditeur pour adapter. Comme tu as pris un peu de recul, comme tu as fini de lire ton livre. Et après tu es plus en phase de prise de recul. Et lors des relectures, tu peux faire des petites corrections. Donc oui, c'est beaucoup de boulot, c'est plus que ce que je pensais, très honnêtement, notamment sur la phase on va dire sur la phase de mise en forme, où on est peut-être trop habitué à écrire des bullet points. Donc ça, je me faisais régulièrement engueuler par mon directeur d'ouvrage parce que j'étais un peu trop lapidaire. Mais voilà, c'est beaucoup de travail. Mais encore une fois, c'était une priorité. Donc j'étais prêt à mettre de l'énergie là-dessus. Et j'en ai mis moins du coup sur le développement de l'application, faisant le constat que c'était peut-être pas le meilleur média pour moi. Donc tu vois, c'est un exemple aussi, j'essaie d'illustrer au travers de cet exemple cette notion de priorisation et dire que finalement j'ai mis beaucoup moins d'énergie, un minimum d'énergie sur quelque chose pour basculer l'énergie sur l'écriture du livre. Et une autre chose qui est importante, c'est que c'était un conseil de Jean-Baptiste Viet d'ailleurs sur le premier podcast d'ASAP, c'est que j'ai mutualisé, c'est-à-dire que toutes les interviews que j'ai faites dans le cadre d'ASAP finalement m'ont servi pour le livre, et les gens qui ont accepté d'apparaître dans le livre donnent aussi une dimension que je ne pouvais pas apporter moi, parce que je ne suis pas un expert de tout au livre. Je choisissais mes invités, ou en tout cas j'essayais de trouver des invités parce que voilà, je ne fais pas des convocations aux invités, ils viennent s'ils veulent. Et je les invitais je les choisissais en fonction des thématiques. Je connaissais les podcasts, mais plus au travers de la partie, pour être tout à fait honnête, replay des radios. Donc il y a des trucs que j'adore, typiquement Affaires sensibles. Voilà, c'est un truc que j'écoute régulièrement pendant que je cours. Et puis il y a, en discutant autour de moi, de plus en plus de gens m'ont parlé de podcasts entre guillemets natifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des animateurs de radio, mais qui se mettent dans leur salon, puis qui commencent à échanger ou à partager des choses avec le monde au travers du podcast. Et donc il y a plusieurs personnes qui ont ouvert la voie. Qui ? Je pense à 3 personnes. Il y a Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself, qui est très intéressant parce que il fait des podcasts qui vont entre 1 heure et 2 heures, peut-être, voire 2h30 d'ailleurs. Et quand on a commencé un podcast de Génération Do It Yourself, il est rare qu'on s'arrête, à moins qu'on soit obligé par une intervention extérieure. Mais il est rare qu'on s'arrête. Il a cette capacité à aller au fond des choses avec ses invités, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des podcasts les plus écoutés en France, en tout cas podcast natif. Deuxième personnalité, toujours un peu dans cette veine, c'est Pauline Legnaud, qui est entrepreneuse et qui elle aussi a la même démarche, qui va interroger des gens issus de différents milieux et se laisser le temps de la discussion. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est un peu... Et la troisième, c'est... Comment s'appelle le podcast de Pauline Legnaud ? Alors au début, ça s'appelait La crème de la crème, ça s'appelait Le Gratin ensuite. Donc c'est Le Gratin. Et troisième, c'est Antonin Archer qui a lancé Nouvelles Écoles. Pareil, sur le même concept. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant d'avoir ces retours d'expérience, ces retours de vie de la part de gens très différents, qui ont des points de vue et des histoires très différentes. Et donc je voulais pas faire un copier-coller absolu de ça, parce que ça existe déjà, et les personnes que je viens de citer sont largement plus douées que moi pour le faire. Et petit à petit, j'ai orienté le podcast vers effectivement des gens qui ont... généralement des gens qui ont écrit des bouquins ou qui ont un certain aura,
sur des thématiques assez précises du monde du travail. Voilà. Alors je peux faire des pas de côté, hein. Le général de Gaulle n'est pas forcément un capitaine d'industrie, hein. Enfin, voilà. Mais je l'ai relié quand même à des leçons de management. Ou alors Olivier Frégara, hein, aussi, qui est un entrepreneur. Ça m'intéressait de voir ce qu'était le métier de journaliste aujourd'hui. Et pendant 40 minutes, il nous explique ça. Donc c'est des pas de côté que je trouve intéressants et qui intéressent d'ailleurs les auditeurs. Par contre, oui, j'essaie de rester bien centré sur ma problématique et celle du monde du travail. Mes projets. Alors, écoute, déjà sortir le bouquin, en faire la promotion, comme on commence à le faire aujourd'hui. Faut pas se mentir, hein, c'est aussi important de faire la promotion d'un bouquin pour qu'il se vende. Continuer le podcast, j'aimerais bien lui donner une envergure plus importante. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à des choses. Finalement, ce bouquin, je sais pas si tu te rappelles du discours de Steve Jobs à Stanford. Il te dit finalement, moi ma vie ça a été de connecter des points. J'ai commencé à faire de la calligraphie au collège et puis 15 ans après, le Mac était le premier ordinateur avec de belles calligraphies parce que j'avais fait ce cours-là, et il n'y avait aucune chance pour que ces cours de calligraphie me servent dans la vie, si ça m'a servi à ce moment-là. Et donc il faut connecter les points. Donc je reste moi très dans cette logique d'avoir différentes initiatives, de faire plein de rencontres. Et de ne pas avoir d'idée précise du chemin, mais en commençant mais en sachant que ce que je veux apporter aux gens, c'est plus de sérénité au travail. Voilà. Plus de sérénité sur ce qui les occupe 8 à 10 heures par jour.